Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Jan Le Boec, Spartacus, chef de guerre, 180 pages, aux éditions Talendier, collection Texto. Jan Le Boec, c'est un historien spécialiste des questions militaires, notamment dans la période antique romaine. J'avais déjà lu un livre de Jan Le Boec dans cette même collection texto de Talendier. C'était Alésia, le célèbre site où s'est déroulée la bataille opposant Vercingétorix, chef Arvène, contre l'armée de Rome. Et j'ai lu aussi Attila, le puissant chef des Huns, barbare déferlant sur l'Europe et appliquant la politique de la terre brûlée lors de razzias. Passionnant tout ça, je vous les conseille. Talendier a beaucoup de livres militaires intéressants, notamment la trilogie de Napoléon. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spartacus. Avant ça, je voudrais remercier Thomas Ferrier qui m'a conseillé cet auteur et je salue les amis du LPE, le Parti des Européens. Je commence. Le cinéma nous montre un Spartacus, ancien légionnaire romain, déserteur, puis repris, il devient gladiateur dans les jeux du cirque. Les esclaves se seraient battus contre l'armée romaine pour stopper l'esclavage ? Spartacus n'avait pas le prestige qu'on lui porte. Les esclaves, par la formation et les moyens de se battre contre les soldats, et pas l'envie de stopper l'esclavage. C'est un mythe. Le travail de vérité doit être fait. L'idéologie a dépassé les rares preuves, surtout mises en valeur par les marxistes d'avant la chute du mur de Berlin qui voyaient déjà une lutte des classes antiques. La méthode, c'est de comparer les écrivains de l'époque, le lieu, les données précises, factuelles, telles que les registres ou textes célèbres, Plutarque, César ou Crassus. Spartacus serait né en 93 avant Jésus-Christ en Thrace, région de la Bulgarie, à quoi on doit rajouter deux petits morceaux grecs et turcs. Spartacus était un nom répandu et appartenant au peuple semi-nomade des Indo-Européens. À ce sujet, je vous conseille le livre de Jean Audry, Les Indo-Européens. Leur hellénisation a été forte. La Grèce avait conquis le pays par la culture et Rome par son armée en l'an 46 avant Jésus-Christ. Spartacus appartenait à une catégorie d'hommes libres romanisés. Son nom devait être Sparti ou Sparto, à quoi on a rajouté Sus. Il a certainement été pris dans une razzia d'un peuple vaincu. Il fut mercenaire, soldat, déserteur, brigand, prisonnier, puis gladiateur, donc esclave. Ne pouvant se marier, mais avait une compagne de sa région rencontrée à Rome. Elle était une prophétesse et une adepte du culte de Dionysos. On ne trouve pas de pièces ou de buste à l'effigie de Spartacus, mais il devait sans doute être très fort. Spartacus s'est fait connaître en tenant campagne contre un État et une armée puissante pendant près de 2 ans avec des esclaves révoltés. Il devait avoir 18 ans. Tous les gladiateurs n'étaient pas esclaves et tous les esclaves n'étaient pas gladiateurs. Qu'est-ce qu'un esclave à cette époque ? Bien souvent l'enfant d'une mère esclave, qui que ce soit son père. Un condamné par la justice, par exemple pour une dette, un soldat qui se rendait à l'ennemi devenait automatiquement son esclave. Un propriétaire pouvait se séparer d'un esclave et le revendre à un esclavagiste qui lui les achetait aux pirates lors de kidnapping. Ce fut le cas de Spartacus. Acheté puis acheminé à Capoue, près de Naples, pour servir de gladiateur. Les parents indignes pouvaient vendre leurs enfants à un esclavagiste et les enfants non désirés étaient posés sur un tas de fumier. C'est là qu'un marchand passait recueillir le nourrisson, sinon il mourait de manque de soins. Cet enfant portait le nom de Stercorosus, le merdeux. Ça choque aujourd'hui, mais aucune trace d'indignation pour l'époque. Les Romains avaient une législation pour les esclaves, le jus domesticum. Les gladiateurs comptaient des esclaves, des prisonniers de guerre, des condamnés, des hommes libres volontaires, de simples citoyens, des chevaliers et même des sénateurs. Il y eut des femmes, mais considérées comme immorales et malsains. Avant la révolte de Spartacus, il y eut plusieurs révoltes au fil du temps, des troubles se faisant de plus en plus grands avant le grand choc. Mais les révoltés n'envisageaient aucunement de supprimer l'esclavage. Ils voulaient la place du maître. C'est peut-être un parallèle avec les Gilets jaunes.
Spartacus était en caserne avec 200 autres esclaves, 70 le suivèrent. Ils prirent des ustensiles de cuisine comme armes et se firent ouvrir les portes pour prendre la fuite. Sur leur chemin, ils dépouillèrent des voyageurs et pillèrent un char transportant des armes. Les soldats à leur trousse les sous-estimèrent et se virent vaincus. De ce fait, ils prirent leurs armes aussi. Des hommes libres les rejoignirent, sûrement à cause de leur vie précaire, des femmes aussi. Pour se nourrir, ils chapardaient de la nourriture dans cette région riche. Ils trouvèrent refuge sur un volcan, le Vésuve, et s'échappèrent par la falaise laissée sans surveillance car la pente était trop raide pour imaginer un passage. Ils firent alliance avec les ennemis de Rome et atteignirent 120 000 hommes. Une armée romaine compte 50 000. Une partie des esclaves voulait créer un État dans le sud de l'Italie, mais la plupart voulaient rentrer chez eux, dont Spartacus en Thrace. Les Gaulois étaient une unité d'élite pour lancer les raids. Ils avaient des Germains aussi, des cavaliers, et la phalange était tactique probablement la plus utilisée. C'est-à-dire les premiers étaient poussés par les seconds derrière avec impossibilité de reculer. Comme toute armée de l'époque, ils pratiquaient le vol, les viols, les meurtres et incendier. C'était conforme à l'époque. À part rentrer chez eux, ils n'avaient pas vraiment de plan. Il n'y avait que 100 km de mer à traverser pour rejoindre la Thrace, mais ils n'étaient pas des marins, ils refusèrent des nouveaux esclaves venant se battre avec eux, car ça devenait ingérable. Ils pratiquaient la terre brûlée, ils exécutèrent leurs prisonniers, car rien à perdre, et leur sort serait pire s'ils étaient pris captifs. En 71 avant Jésus-Christ, acculés sur la côte italienne, ne sachant pas naviguer pour rejoindre la Sicile, l'armée romaine utilise toute sa force, son organisation légendaire, et construisit un rempart, la technique de siège appelée la polio-orsétique, le vallum romain, un trou en U, un monticule de terre de l'autre côté des ennemis et une palissade. La fortification parfaite sur 53 km en arc de cercle pour entourer les esclaves. 20 ans plus tard, il faisait pareil à Alésia. La technique du siège est une redoutable marque d'ingéniosité de l'époque, et c'est bien souvent ce qui faisait la différence avec les peuples barbares. Spartacus, voyant la fin, tua son cheval pour montrer qu'il ne tenterait pas de fuir et se jeta dans la bataille avec ses hommes. Il tua 2 légionnaires avant de recevoir une grave blessure d'un javelot à la cuisse, puis fut tué inévitablement. Spartacus est mort en chef de guerre. Les 6000 prisonniers furent crucifiés sur la route de Capoue, là d'où venaient les esclaves. Ils moururent lentement dans d'atroces souffrances. Après ça, les Romains oublièrent Spartacus, mais évitèrent de regrouper les esclaves et ne vendaient plus séparément les familles. Une classe de petits propriétaires fonciers apparut, pas légal mais moral. Spartacus a modifié le sort des esclaves. Il y eut des films, des pièces de théâtre, des romans sur Spartacus et un mouvement communiste en Allemagne de 1939, les Spartakistes, furent réprimés aussi férocement. Il y a aussi une série au nom de Spartacus avec effets spéciaux à l'hollywoodienne. En conclusion, je vais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui un homme pourrait faire une révolte comme Spartacus ? Si on regarde dans l'histoire proche, il y a eu la Révolution française et la Révolution bolchevique qui ont marché. Mais je pense qu'on est trop nombreux maintenant et la technologie est trop fiable. J'ai vu au salon Eurosatori, le salon international de la défense terrestre et aéroterrestre, un système qui mesure la température du corps d'une foule pour anticiper le mouvement d'excité lors de manifestations. Maintenant, il y a les drones et puis les caméras de surveillance font un travail quand même très précis. Le monde est connecté. La subversion, l'infiltration et la division des peuples sous allocation est insuffisante pour lever les foules. Tant qu'on aura le frigo plein, je ne vois pas de changement. Pendant les Gilets jaunes, certains ont dit qu'on était rentré dans une période révolutionnaire. La définition de révolution, c'est renversement brusque d'un régime politique par la force. Je ne vois pas l'envie de changement, je vois les gens qui veulent prendre la place des riches. Le phénomène de changement de peuple, jamais vu en Europe, va modifier pour longtemps l'Europe, si cela aboutit bien sûr. Au train où vont les choses, personne ne peut prédire l'avenir. Je passe aux annonces. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez Telegram et abonnez-vous aux newsletters. Allez consulter mes autres notes de lecture, c'est fait pour ça. Allez sur le site de l'Institut Iliade ou Polémia, ils ont une collection de petits livres sur l'identité européenne, super. Et Jean-Yves Le Gallou vient de sortir un livre contre la diabolisation.
La revue Éléments fait des livres aussi pour enfants. Lisez les livres de Dominique Vénère et Guillaume Faye. Michel Houellebecq vient de sortir un livre, le titre Intervention 2020. Olivier Meyer tient un blog sur Friedrich Nietzsche et fait des livres. Si vous êtes dans le sud, il y a la Ligue du Midi qui a besoin de vous. Je fais la promo d'une association qui s'appelle Saint-Louis Studio, qui met en valeur par des projets audiovisuels l'histoire, la culture et le patrimoine français. Si vous cherchez un coach sportif, il y a thomascampestrini.com. Je passe un bonjour à Mélancolie, le youtubeur blanc, la table est gauloise, youtubeur tendance royaliste. Une chaîne que j'aime bien aussi, c'est la chaîne de Ralph. Je te salue Ralph. Gros soutien au peuple arménien contre l'Azerbaïdjan, piloté par les néo-ottomans, avec à la tête Erdogan, le Turc, donc les frères musulmans et le Qatar. Je passe un bonjour à tous mes amis de l'ECP, des Braves et toute forme de communautarisme. Vous n'êtes pas seuls. Et écoutez les artistes de droite. Teuz, je te salue Rémi, 21, les Coroners, Fantôme déconnecté et je vous laisse en musique avec Hector de France.